du 31 mars au 5 avril 2025, l'actualité en République démocratique du Congo reste rythmée par les consultations politiques confiées au conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberhard Kolongele. Plusieurs personnalités politiques se succèdent à son bureau installé non loin de chez nous, ici à la Gombe. Nous sommes à Kinshasa. Des personnalités politiques, personnalités de la société civile. La première moitié de la semaine, elle est aussi marquée par le point de vue de l'ONU et surtout à Genève où elle préconise concernant les violations des droits de l'homme une action internationale coordonnée, la sélection de la première moitié de la semaine dans ces éléments de la rédaction. C'est parti, mais sachez que je reçois une personnalité pour commenter cette actualité. Elle est avec nous, Jean-Marie Kabemba. Bienvenue. Merci. Vous êtes député national honoraire. Jean-Marie Kabemba, vous êtes également le président de l'APU, Alliance des partis extra-parlementaires de l'Union sacrée de la nation. Vous avez également été parmi les personnalités reçues par Eberhard Kolongele cette semaine en ses bureaux, entouré de ses services dans le cadre de ces consultations. Je signale, en passant, je l'avais annoncé sur un plateau, vous êtes l'auteur de plusieurs lettres ouvertes. D'abord au cardinal Ambongo, à l'abbé Ncholet et à tant d'autres personnalités politiques, si vous pouvez rafraîchir notre mémoire. Oui, à tant d'autres également, certains conseils que je donnais en ce qui concerne la gestion de cette période particulièrement trouble de notre pays. Un appel que j'ai fait, par exemple, à l'opposition politique républicaine, mais également à nos frères qui sont de l'autre côté, qui ont pris les armes. Donc c'était une espèce d'appel patriotique, pathétique, pour rappeler tout le monde que ce moment que nous traversons aujourd'hui est un moment particulièrement difficile et que nous avons besoin du concours de tout le monde. Un homme qui a justement une expression fleurie et qui a une franchise par moments très indispensable dans le cadre de la recherche des solutions à nos problèmes dans ce pays. La première moitié de la semaine se repartit. Aujourd'hui, c'est la nation qui est en danger. Et si la nation disparaît, nous n'aurons même pas un espace où faire valoir toutes nos ambitions, quelles qu'elles soient. Ce pays est convoité à cause de ses immenses ressources. Je voudrais que tout le monde en prenne conscience. Et c'est ainsi que je voudrais appeler tous mes compatriotes, de la majorité comme de l'opposition, de la société civile et particulièrement les leaders religieux, en ce compris ceux de l'Église catholique et de l'Église protestante. S'agissant de ces deux confessions religieuses, j'ai été heureux d'apprendre que le représentant de sa sainteté, le pape en République démocratique du Congo, Monseigneur le nonce apostolique, a eu les mots justes pour placer la responsabilité de toutes ces confessions religieuses et particulièrement de l'Église catholique quant à la recherche des solutions à cette tragédie humainement inacceptable que notre pays est en train de traverser. Je voudrais donc, pour terminer sur cette question, engager son Excellence, Monsieur le Président de la République, à terminer ces concertations, puisque, bien sûr, nous sommes en guerre et notre peuple n'a rendez-vous avec personne d'autre qu'avec son destin. Et le destin de notre peuple est mis en péril. Chaque jour qui passe aggrave ce péril. Je voudrais aussi engager Monsieur le conseiller spécial du Président de la République à boucler cette étape de consultation. Certes, il y a quelques-uns parmi nous qui ne sont pas prêts encore à répondre pour une raison ou une autre à cet appel institutionnel qui a été lancé par le Président de la République.
Mais je voudrais engager le président à laisser la porte ouverte, même si des réponses peuvent être apportées aux problèmes que nous avons par étapes. Nous avons eu le privilège de recevoir l'invitation du conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République et nous sommes venus répondre à cette invitation en vue d'apporter la pierre à cet édifice tant attendu par le peuple congolais. Dans notre démarche, c'est réellement de voir comment atteindre toutes ces couches, notamment l'opposition armée, l'opposition civile, l'opposition républicaine et aussi la majorité. Nous mettre ensemble, oublier tout ce que nous avons comme différent et ce qui va nous mettre ensemble, c'est cette cohésion nationale. Arriver, c'est-à-dire avoir un gouvernement d'union, arriver à composer, à nous mettre autour d'une seule table et voir notre République décoller finalement. Nous nous sommes dit que ce soit un gouvernement des vertébrés, des hommes qui ont du patriotisme, prêts à travailler dur pour relever le défi que nous avons, notamment le défi sécuritaire. Parce que c'est ça la priorité pour le moment. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays, notamment des problèmes sociaux, qui ne pourraient être résolus que quand on aura la paix et une paix totale. Et on a besoin des patriotes capables de travailler pour relever ces défis. En arithmétique élémentaire, le plus grand commun diviseur de deux nombres entiers non nuls est le plus grand entier qui le divise tous les deux. Cette réalité mathématique se vérifie très bien au sein de l'Union sacrée de la nation, la plateforme politique de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. Alors que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité de référence de l'Union sacrée, a confié à André Mbata d'assurer les secrétariats de la plateforme, ces derniers substitue une sorte de nec ultra, telle la grenouille qui veut se faire aussi grand que le bœuf. L'ancien bras droit de Vital Kamerhe, passé à l'UDPS, s'octroie de prérogatives balenesques. L'homme se place au piédestal, au même titre que le chef de principaux partis et regroupements qui composent la famille politique du chef de l'État. Mbata devient donc le chef de parti et se comporte comme tel. L'homme peut même placer qui il veut au présidium de l'Union selon le deal personnel avec l'intéressé. La supercherie du nouveau cachalot macrocéphale n'a pas attendu d'être mûre pour tomber, tel un fruit devant un ouragan de l'histoire du présent. Au lendemain de la publication de sa restructuration controversée, plusieurs sociétaires de l'Union sacrée ont dénoncé avec la dernière énergie ces braquages éhontés. Modeste Bahati Lukwebo, leader de la deuxième force politique du pays, l'AFDCA, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale et patron de l'UNC, Jean-Michel Samaloukonde du Sénat, Jean-Pierre Bemba du MLC, Christophe Mbosso du CDR ou encore Augustin Kabouya de l'UDPS. Tous, ou presque, ont allumé le feu rouge devant la vitesse de croisière que prenait le secrétaire de l'Union sacrée, voiturant les ingrédients de la fissuration programmée de la plateforme présidentielle et l'affaiblissement de son chef à l'heure de la mobilisation générale. Promis à ouvrir les hostilités contre André Mbata, le sénateur de l'UDPS et ses mosaïques ont accusé le secrétaire de vendre de position sans coup férir. Ces élus des élus ont dénoncé la nomination sélective et partisane de membres du présidium sur base de clientélisme et de népotisme, la confusion délibérément entretenue de l'usurpation de pouvoir de la haute autorité politique par le secrétaire permanent, et le parti lumumbiste palu de Didier Mandinga de Ranchorir. Là, franchement, il a raté la vision du président de la République sur la restructuration de l'Union sacrée. 43 présidents pour présider qui? Il faut que ça soit corrigé, a déclaré Didier Mazinga. Ami Simakutano, leader de la jeunesse de l'UDPS, a tout simplement conseillé d'ignorer ces chiffons. Autre communicateur dit privé du chef estime que la note de Mbata n'est encore qu'un draft et sont convaincus que le président Tshisekedi ne laissera pas passer ses pots d'eau rose.
Tous recommandent la prise en compte de critères du poids politique de partis et regroupements politiques dans la prise de décision. Le sénateur de l'UDPS demande au président Tshisekedi une restructuration profonde de l'Union sacrée, tout en commençant par le présidium et le secrétariat permanent. Nombreux comme eux vont plus loin pour demander au chef de l'État de tirer les conséquences de la supercherie de Mbata. Cet appel collectif est lancé pour faire face aux nombreux cas de violation de droits humains en répétition dans ce coin du pays depuis plus de 3 décennies. Situation décrite par Bintou Keïta, chef de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Je prends la parole aujourd'hui avec un sentiment d'urgence. Depuis ma dernière intervention ici, le 7 février dernier, la situation ne s'est pas stabilisée, elle s'est aggravée. Le conflit s'enlise. La violence s'étend et la souffrance des civils s'intensifie. Mais pendant que des efforts se poursuivent à Genève, à Kinshasa et ailleurs, les populations de l'Est du pays souffrent d'un conflit prolongé. Les avancées du mouvement du 23 mars soutenues par les forces de défense rwandaises, l'activisme continu des ADF, de la Codeco et de diverses factions de Wazalando perdurent. Résultat, les souffrances de centaines de milliers d'enfants, de femmes, de personnes âgées et déplacées à l'intérieur du pays s'aggravent. Sur les 1099 violations des droits de l'homme recensées par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme depuis le début de l'année, 88% ont eu lieu dans les provinces en conflit. 71% de ces violations ont été commises par les groupes armés. L'ONU a à son tour fait appel à la communauté internationale à une réponse immédiate et coordonnée. L'offensive lancée en janvier par le groupe armé M23 AFC, soutenu par l'armée rwandaise, continue d'aggraver le chaos dans la partie orientale de la RDC, comme l'a rappelé la haute commissaire adjointe aux droits humains de l'ONU, Nada Al-Nashif. La progression alarmante des violences sexuelles liées au conflit entre les deux parties a été mise en lumière par le Haut Commissariat des Nations Unies. À cela s'ajoute le déplacement massif de population. L'ampleur de ces déplacements combinée à la violence systématique exacerbe, selon elle, les souffrances des civils pris au piège dans une guerre interminable. Depuis le début des atrocités dans cette partie du pays, il y a 3 mois, la province du Nord Kivu a elle seule enregistré plus de 7000 personnes tuées et 90 sites d'accueil pour personnes déplacées détruits. Un bilan dressé par le gouvernement congolais. Merci beaucoup, réalisation, pour cette première partie de la semaine, la première moitié, avec l'essentiel sélectionné pour cette rétrospective. Jean-Marie Kabemba, vous venez de suivre cette sélection. Je rappelle que vous êtes le président national de l'Alliance des partis extra-parlementaires de l'Union sacrée de la nation. Les consultations politiques dominent l'actualité, la première moitié, même la seconde, vous les suivrez vous-même. Lorsque on parle des raisons principales qui poussent à former un gouvernement d'union nationale, c'est principalement quand il y a crise politique ou institutionnelle grave. C'est aussi lorsqu'il y a blocage des institutions, paralysées, ou la paralysie de l'État, l'illégitimité du pouvoir. Or, dans le contexte présent, ce n'est pas le cas. Nous sommes en pleine guerre d'agression, d'occupation, la guerre business, dont les causes sont connues. Les affairistes, sans cœur, des multinationales, derrière le Rwanda comme la main armée, le bras armé. Et est-ce que ces négociations valent la peine? Vous avez, plutôt ces consultations valent la peine, alors que vous y avez été reçu comme acteur politique majeur? Eh bien, vous faites bien de rappeler que, en règle générale, le gouvernement d'union nationale se met en place en cas de crise grave, crise de légitimité,
issus par exemple d'une élection contestée, ou alors il y a un blocage des institutions. Nous ne sommes dans aucun de ces cas de figure. Le chef de l'État a été élu avec une large majorité, 73% et des poussières. Il a une majorité confortable dans les deux chambres du Parlement. Le gouvernement fonctionne, il travaille. Donc la nécessité d'un gouvernement d'union nationale n'était pas absolument un impératif. Mais le chef de l'État, dans son souci de tendre la main au peuple congolais, de tendre la main à la classe politique, lorsqu'il y a une crise aussi importante que celle que nous vivons à l'Est, eh bien je pense qu'il était bien inspiré de le faire. D'autant plus que lorsqu'on regarde bien la crise que nous vivons à l'Est, la guerre que nous vivons à l'Est n'est pas une guerre classique, ce n'est pas une guerre ordinaire, c'est une véritable entreprise de prédation. C'est une entreprise de prédation qui est bien préparée, qui est bien structurée, planifiée, et avec des acteurs, comme dans n'importe quelle entreprise, qui ont chacun leur rôle à jouer. Alors le M23, comme nous voyons, est un acteur parmi tant d'autres. J'ai eu à écrire, il n'y a pas longtemps, une tribune que j'avais intitulée « Le coup d'État permanent », où je faisais un clin d'œil à François Mitterrand, mais c'était uniquement pour dire que le problème que nous avons au Congo, et qui dure depuis une trentaine d'années, c'est un problème où nous avons un marionnettiste qui est à Kigali, qui a des marionnettes qu'il met en branle périodiquement. Ça a commencé avec l'AFDEL, ça a été poursuivi avec le RCD, toutes ses déclinaisons, le RCD KLML, le RCDN, qui s'est mué finalement, ces marionnettes se sont muées en CNDP, puis M23, et aujourd'hui AFC M23. Alors, tant que le marionnettiste continuera à opérer, tant qu'il ne sera pas désactivé, nous allons assister à ces tentatives de coup d'État permanent. Et tout cela, bien entendu, sur fond de business. Des business qui ne tiennent pas compte de la vie qui est sacrée des Congolais. Aujourd'hui, des millions de morts, un génocide passé sous silence, sciemment, parce que quand vous en parlez, les affaires vont sombrer. Aujourd'hui, l'axe diplomatique, on peut dire, le front diplomatique est en train de payer jusqu'au même au niveau de la France, des députés français exigent l'arrêt du contrat entre le Paris Saint-Germain, un grand club français, avec les secteurs touristiques rwandais. Vous êtes au courant? Absolument. Et je dois ici tirer mon chapeau bas à notre diplomatie qui a réalisé des prouesses. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Parce qu'à l'époque, il était impossible de nommer même le marionnettiste. On parlait d'une nébuleuse, mais aujourd'hui, on sait que l'agresseur, c'est M. Kagame. Et il joue son rôle avec ces troupes qui sont sur le sol congolais, qui contrôlent des mines et qui organisent un couloir de circulation de ces matières premières qui est bien huilé, bien rodé, et qui finalement aboutissent à Kigali, en passant par Bunagana. À Kigali, ils sont blanchis et entrent dans le circuit officiel, où alors les acheteurs internationaux viennent pour dispatcher à Dubaï, en Chine, en Inde et auprès des manufacturiers de l'électronique, des voitures électriques et tout consort. Donc notre diplomatie a fait un bond extraordinaire, des résultats très remarquables et très appréciables, mais il y a encore un long chemin à faire parce que il y a encore des goulots d'étranglement qu'il faut faire lever. Si la situation est telle que vous venez de la décrire, avec des implications financières, internationales, mais est-ce que la formation, les consultations devront aboutir à la formation d'un gouvernement d'union nationale, avec mission de
faire rentrer l'armée rwandaise à Kigali ou bien au Rwanda et le départ de ces supplétifs du territoire national, est-ce que c'est une solution, les consultations, ou bien un gouvernement de large union nationale avec, par exemple, dedans encore des Katumbi, avec des Fayoulou, avec Dr Mukwege, prix Nobel, avec Délice Sanga, ou avec celui qu'on appelle héros vivant, plutôt, comment on l'appelle encore, Franck Diongo, ou Diomin Dongala, et l'ex-maître nageur. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir tous ces gens qui sont très bien connus des Congolais dans un gouvernement pour faire face à la prédation occidentale et au génocide que Kagame est en train de perpétrer chez nous? Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chef de l'État n'était absolument pas obligé de former un gouvernement d'union nationale. Mais je crois qu'avant de pouvoir affronter l'ennemi extérieur, il était nécessaire d'avoir une cohésion interne. Et je crois que c'est ça l'objectif que le chef de l'État poursuit. Lorsque j'ai été consulté, j'avais élaboré un document en 46 pages, c'était tout un programme. Et justement, la question devait venir, vous avez été reçu par le conseil spécial, on aime l'appeler les spéciales, avec ses équipes. Qu'est-ce que vous lui avez dit de concret, l'APU? Nous avons dit que, en principe, il y avait plusieurs scénarios qui étaient envisageables. Le premier scénario, c'était un gouvernement d'union nationale auquel les poids lourds de l'opposition seraient invités, c'est ce que le chef de l'État a fait, mais manifestement, ils ont boudé cette main tendue. Ça aurait été l'idéal. Un deuxième scénario, c'était celui de faire appel à, disons, des seconds couteaux de l'opposition, avec le risque d'avoir un gouvernement qui risquerait de perdre par sa loyauté au chef de l'État, par son engagement patriotique. D'où le troisième scénario, qui était celui d'avoir autour de lui un gouvernement resserré, un gouvernement d'hommes et de femmes compétents, chacun dans son domaine, mais des gens qui sont déterminés, et ce gouvernement devait avoir pour mission, et unique mission dans un premier temps, celle de bouter l'ennemi dehors. Maintenant, si je tiens à revenir sur la prédation, c'est parce que je voudrais que les Congolais comprennent exactement ce qui est en train de se passer. Prenons un cas concret. Je prends la mine de Roubaïa, dans le Massissi. La mine de Roubaïa représente à elle seule 15% de la production mondiale de coltan. 15%. Le M23 occupe cette ville, cette localité, depuis un an. Ils ont installé leur propre administration, ils collectent les impôts, ils rackettent les commerçants, ils organisent la fuite de toutes ces matières vers l'extérieur. Donc vous comprenez que, avant de pouvoir s'attaquer à un morceau comme celui-là, à une pieuvre, j'appelle ça une véritable pieuvre, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était une entreprise de prédation. Mais comme dans n'importe quelle entreprise de prédation, eh bien cette entreprise a sa raison d'être, elle a son objet social, c'est celui du pillage systématique des ressources du Congo, sous couvert d'une guerre de protection ethnique, de conflits communautaires. Donc, le gouvernement d'union nationale que le chef de l'État veut mettre en place est une nécessité. C'est même une obligation dans un moment comme celui-ci. Mais alors... Donc, on peut mieux défendre son pays, sa patrie, absolument, moyennant une participation au partage du gâteau national Made in Ambongo. Pas de partage de gâteau national. Vous comprendrez ici, j'aimerais bien faire la part des choses. Nous réfléchissons. Le chef de l'État a tendu la main aux Congolais et à la classe politique congolaise. Mais Mende dit qu'il faut, il faut continuer maintenant, même si on laisse les portes ouvertes. Il faut avancer. De l'autre côté, vous avez la Cinco et le CC qui tendent, eux, l'oreille à Kigali et qui ont leur scénario, leur schéma, que d'aucuns savent déjà qu'il... Il est prévu qu'on en parle, voilà, avec détail. Voilà. Donc,
la démarche du chef de l'État est une démarche qui est tout à fait salutaire. Et je suis d'accord avec l'honorable Mende, il faudrait laisser une porte ouverte, ne pas fermer la porte, mais d'une manière stratégique, arriver à faire comprendre à cette opposition qui pèse ici au Congo, cette opposition que je qualifie de républicaine, lui faire comprendre qu'il s'agit ici non pas d'un partage de gâteau, mais il s'agit d'une opération de sauvetage national. Pendant que Eberand Kolongele a reçu mission de consulter toutes les forces politiques et sociales, afin de faire face à cette guerre, au sein de votre famille politique. On peut parler de la plateforme, la méga plateforme politique, même si le président s'était présenté en indépendant, l'union sacrée de la nation. C'est une union de façade ou une vraie union parce qu'on constate une certaine dictature d'un secrétaire permanent. Vous avez suivi ici dans la sélection des éléments d'information de la première moitié de la semaine que ce secrétaire permanent se comporte en vrai dauphin, on dirait. Il se substituerait même au chef des partis politiques et regroupements politiques qui pèsent au pays. Alors, à quoi joue le professeur dit extraordinaire, Mbata, avec 40 coprésidents de l'Union. Jean-Marie Kabemba, je vous connais, un homme très objectif et surtout franc. À quoi joue Mbata et quelle est cette famille qui peut aller faire la guerre de manière divisée avec des frustrations à l'interne, des frustrations importantes. Vous connaissez ce gouvernement qui doit partir dans quelques jours peut-être. Ce gouvernement a aussi engendré beaucoup de frustrations. Toujours placer ses pions pour bien se retrouver, ainsi de suite, et frustrer les autres. Oui, je voudrais d'abord faire une petite précision. Je ne partage pas tout à fait l'avis qui a été émis dans l'élément que vous venez de balancer. Par contre, dans ma plateforme politique, dans mon regroupement politique, AAAP, qui est l'Alliance des acteurs attachés au peuple, dirigée par le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou Chikou, eh bien, j'avais eu l'occasion de faire des propositions. D'abord, j'avais fait remarquer que ces modifications qui avaient été faites dans le présidium de l'Union sacrée n'étaient pas soutenues par la charte elle-même. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que d'abord, avant de procéder à ces modifications, il aurait fallu réviser la charte. Réviser la charte. Il aurait fallu la réviser parce qu'elle ne prévoit pas 43 membres, ou 40, je ne sais pas. Elle prévoit 6 membres du présidium. Alors comment on passe de 6 à 40 sans réviser la charte? J'avais fait observer ça au niveau de mon regroupement, qu'il aurait donc fallu d'abord commencer par une révision de la charte. Et à ce moment-là, on allait pouvoir envisager la modification du présidium. Moi, j'avais proposé, comme ça se fait dans d'autres assemblées, vous prenez par exemple le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'instance qui décide, c'est le Conseil de sécurité, il y a 15 membres. Il y a l'Assemblée générale, bien entendu, vous avez tous les membres des Nations Unies, mais les instances dirigeantes, pour pouvoir fonctionner, pour ne pas être paralysées dans leur action, pour ne pas traîner les débats en longueur, il faut un nombre raisonnable. Moi, j'avais estimé 15. 15. Voilà. Au lieu de 43... C'est une proposition bien faite. Alors, je crois que la mission du conseiller spécial ne va pas toucher au moins à cette restructuration de l'union sacrée. Je crois que ce n'est pas sa mission, même si vous avez fait la proposition. Non, la proposition, je l'ai faite dans mon regroupement politique, AAAP. Elle était adressée à qui de droit?
mais je pense qu'elle vaut son pesant d'or, elle vaut la peine. Lorsqu'on regarde la frustration, effectivement, qu'il y a une grande frustration, j'ai suivi votre élément tout à l'heure, il y a une grande frustration, on ne peut pas faire passer ça aux lettres mortes, non. Il faut adresser cette situation de manière courageuse, de manière sérieuse. Il y a un problème, il faut le régler. Et je répète ici que le premier problème, c'est qu'il aurait fallu modifier d'abord la charte même de l'Union sacrée. Et voilà, nous allons prendre la dernière sélection, c'est la seconde moitié de la semaine avec quelques éléments d'information et nous allons évoluer pour la suite. Nous sommes venus répondre à l'appel du chef de l'État pour éteindre le feu parce que notre maison commune brûle. Et lorsque la maison brûle et les fils et filles du pays s'engagent, c'est l'unité, mais l'unité dans la diversité. Je ne dis pas aujourd'hui que je deviens membre de l'Union sacrée. Non, je suis de l'opposition, une opposition républicaine et démocratique. Ce n'est pas difficile de comprendre ça. Pour ceux qui me connaissent, je suis le cofondateur authentique et historique de l'IDPS. J'ai adhéré dans l'IDPS en 1983. Ça peut étonner beaucoup. Je suis un vieux de la vieille. Donc, il y a quand même des fibres avec le président de la République. Je suis de cette famille-là. Aujourd'hui, c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Je ne peux pas rester insensible. Ne serait-ce que pour ces raisons-là, je suis venu pour répondre à l'appel d'un frère, d'un président de la République, mais c'est aussi un frère que nous avons cheminé ensemble. J'ai été arrêté plusieurs fois par le régime de Kabila, qui a précédé celui-ci. Pourquoi? Parce que nous voulions la démocratie. Déjà, lorsque j'adhère dans l'IDPS, j'ai quel âge? 18 ans. C'est pour quel intérêt? C'est pour les combats de la démocratie, de l'intégrité territoriale. Donc, c'est simple pour moi. Et je dis bien que je ne fais pas la politique de procuration. Je suis venu ici comme président du CONADE et je m'assume comme tel. Je ne suis pas leur directeur de conscience. Et non plus, ils ne sont pas mes directeurs de conscience. Chacun se détermine par rapport à l'intérêt. Accompagné de Madame Corina Sandez, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de Monsieur Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain Donald Trump a eu une longue et fructueuse discussion avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'entretien a tourné essentiellement autour de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et les perspectives économiques entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, deux pays qui entretiennent une coopération jusque-là jugée stratégique. S'exprimant en français au sortir de cette audience, M. Massad Boulos a été très clair et pragmatique sur deux sujets. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration, a dit le conseiller Afrique du président Donald Trump. Je me réjouis de collaborer avec le président Félix Tshisekedi et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite au peuple congolais, au peuple américain et pour stimuler des investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, dont l'objectif commun est de contribuer à la prospérité de nos deux pays, a-t-il ajouté. À ce même sujet, il a déclaré, je cite, « Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement le plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois, des transferts de connaissances et d'investissements dans les infrastructures. Il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. » Point de citation. Concernant la guerre dans la partie orientale du pays, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a déclaré que les États-Unis restent déterminés à contribuer à la fin du conflit.
Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC et qui projette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter, de la voir suivre avec nos homologues ici à Kinshasa, a-t-il conclu. Après l'Afrique et l'Europe, les religieux catholiques et protestants ont abordé à New York avec le secrétaire général Antonio Guterres la problématique de la paix durable en RDC. Ces dialogues ouvrent la voie à des discussions constructives sur la situation actuelle en République démocratique du Congo et la contribution des partenaires internationaux pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région, une démarche pour laquelle les DIO, SENCO et SCC se battent bec et ongle, montrant la nécessité d'une approche globale qui prenne en compte les causes profondes de la violence et implique tous les acteurs concernés. Les leaders spirituels espèrent obtenir un soutien international et significatif pour mettre fin à la crise dans le cadre du processus de paix dénommé Pacte social pour la paix dans les régions des Grands Lacs. L'objectif de cette mission est de faire engager la communauté internationale activement afin de trouver une solution durable au conflit dans l'est de la RDC. Notons que, depuis le début de la planète des religieux, l'opinion s'interroge sur la subvention dont ils sont bénéficiaires dès lors que le gouvernement congolais se dit toujours non partant. Le 6 avril 1921, au plus fort de la colonisation belge au Congo, le prophète Simon Kimbangu accomplit son premier miracle et est surnommé guérisseur Ngunza. Ceci marque également le début du mouvement d'émancipation des Africains face à la colonisation. Un jour décrété férié par les autorités congolaises en raison de son combat, plus de 7 décennies après la disparition du célèbre prisonnier. Décédé à l'âge de 64 ans, ce messager de la bonne nouvelle a passé presque la moitié de sa vie en prison et a subi le même sort que tous les prophètes en Israël à cause de son message religieux réité des séditieux. Dans un angle purement religieux, ce messager est considéré comme fondateur du mouvement religieux Kimbangu et le créateur de l'univers. Cette considération controversée s'oppose à la foi chrétienne basée sur le salut des humains par Jésus-Christ, le créateur des cieux et la terre, selon la Bible. La ville de Kamba où est né ce prophète est comparée à la Nouvelle Jérusalem décrite dans la Bible. Cependant, sur le plan historique, le mouvement kimbanguiste et ce qui en découle ont pris de l'ampleur après la mort de Simon Kimbangu. La première décennie de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, après son mise en place le 11 avril 2015, après l'éclatement de l'ancienne Cour suprême, est un événement dans le pouvoir judiciaire du pays. Selon son président Dieudonné Kamuleta Badibanga, elle a joué un rôle déterminant dans la consolidation de la démocratie. Lubrifiant et régulateur constitutionnel, cette haute juridiction est considérée comme un des piliers fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit en République démocratique du Congo. Chargé de veiller à la conformité des lois par rapport à la Constitution, de protéger les droits fondamentaux des citoyens, d'assurer l'équilibre de pouvoir, son rôle s'avère indispensable et très crucial dans un contexte où les défis politiques, économiques et sociaux et relevés demeurent importants. L'histoire de la Cour constitutionnelle est celle d'un combat incessant pour le respect des valeurs constitutionnelles. Au cours de ces 10 années, elle a fait face à des défis majeurs, mais a toujours su répondre avec fermeté et impartialité aux attentes du peuple congolais. Son rôle dans la gestion des contentieux électoraux, le contrôle de la constitutionnalité des actes relevant de sa compétence et l'interprétation de la Constitution ont renforcé la confiance du peuple dans ses institutions. Aujourd'hui, en célébrant cet anniversaire, nous rendons un hommage tout d'abord
à son Excellence, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, qui n'a ménagé aucun effort pour la concrétisation de sa vision de l'état de droit. Nos hommages sont aussi adressés aux juges de la Cour constitutionnelle ainsi que leurs collaborateurs, aux praticiens du droit et à tous ceux qui ont œuvré pour faire de la Cour constitutionnelle, depuis la date de sa création, un véritable pilier de notre République. A signaler que, depuis sa création, la Cour constitutionnelle a rendu des décisions majeures qui ont façonné le paysage légal et constitutionnel de la RDC. À cette célébration de la décennie de la Cour constitutionnelle a été une occasion pour le président Dieudonné Kamuleta de présenter les anciens et actuels juges de cette juridiction. Voilà la seconde moitié de la semaine, donc avec le choix des sujets que vous venez de suivre. Jean-Marie Kabemba. Nous sommes en plein front diplomatique, bien sûr, avant de revenir à ces sujets d'actualité liés effectivement à ce que nous abordons. La SADC, les AC, ont donc rassemblé le processus de Nairobi et celui de Luanda, avec éventuellement ce que vous connaissez, la nomination des 3 anciens chefs d'État. Donc 3 anciennes personnalités politiques, l'éthiopienne, la kenyane et également le Nigérian. Le Nigérian. C'est quand même trop de malades, trop de médecins au chevet des malades, le Congo. Pourquoi ça se multiplie comme ça, des médiateurs, Lourenço renonce, après il revient, et puis après l'autre mornay, il se montre favorable finalement. Où allons-nous? Vous avez oublié de citer Doha, qui est encore un autre... Doha, avec l'annonce également, on dit le 9, la délégation congolaise doit rencontrer les criminels du M23 et à FC, je ne vais pas beaucoup faire de promotion. Le Qatar, qui ne vient pas pour les beaux yeux, pour les belles Congolaises, qui vient parce que les affaires, beaucoup d'affaires à Kigali, quelques affaires à Kinshasa, le Qatar impliqué également dans visiter le Rwanda et tout ça. Alors finalement, est-ce que nous comprenons la mesure des enjeux? Bien, écoutez, le processus de Luanda, qui est piloté par la SADC, était un processus qui était bon parce que c'était un processus bi-étatique. Il y avait d'un côté le Congo et de l'autre côté le Rwanda. C'était un bon processus, il était bien piloté par son Excellence Joao Lourenço. Le processus de Nairobi était un bon processus au départ, puisqu'il avait été conçu comme un processus qui devait rassembler tous les groupes armés, sans distinction. Mais Kagame, avec sa félinité, est parvenu à obtenir que ces 2 processus soient joints dans le seul objectif de mettre à la table le M23 comme partenaire de la RDC. Et comme il fallait s'y attendre, le processus a capoté. Joao Lourenço a jeté l'éponge. Il a décidé de se consacrer désormais à sa tâche à la tête de la commission de l'Union africaine. Non, c'est à la tête de l'Union africaine dans une présidence tournante, parce que à la commission qui est l'équivalent du gouvernement de l'Union africaine, on a déjà le remplaçant du Tchadien. Autant pour moi. Voilà. Alors, c'était, à mon sens, ces processus étaient mal engagés. Il fallait rester, je pense qu'il faudrait retourner à un processus bi-étatique ou tri-étatique, piloté par l'Union africaine et
ou l'ONU. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez le processus de Nairobi, vous avez deux acteurs majeurs, ou trois même, vous avez Kagame, Museveni et Kenyatta qui parlent d'une seule voix. Ce processus ne pouvait pas fonctionner. Mais non, c'est Ruto, parce que Kenyatta, il est... voilà, vous voyez que depuis qu'on a nommé ces autres médiateurs, le processus est en panne et c'est pour ça qu'on est allé à Doha. Le chef de l'État a bien fait d'aller à Doha. Il est allé, non pas parce qu'il était naïf, mais tout simplement parce qu'il voulait montrer la duplicité de Kagame. Il est allé, il a serré la main de Kagame, c'est une bonne chose. Non, il n'y a pas eu poignée de main. Il y a eu poignée de main, il a serré la main. Vous avez vu une photo comme ça, poignée de main? Bon, je n'ai pas... On a vu une seule photo où Kagame très bien, mais en tout cas, n'a même pas regardé le président Tshisekedi dans les yeux. Poignée de main ou pas, le chef de l'État était dans son bon rôle d'aller là-bas, uniquement dans le but de prouver sa bonne foi, d'une part, et d'autre part pour démontrer la duplicité de Kigali. Parce que le lendemain déjà de cette rencontre à Doha, eh bien Walikale tombait. Donc c'est un bon point engrangé par le chef de l'État. Et sachez que les forces de défense, plutôt les FARDC et les Patriotes, ont récupéré Walikale Centre, donc c'est l'information de cette semaine. Et Fabien, je vous l'assure, ils vont récupérer tout le reste du territoire national. Maintenant, Doha, c'est pas un piège. Le processus Doha, pour moi, si j'avais mon mot à dire, je recommanderais au gouvernement de ne pas se lancer dans ce processus. Pourquoi? Le Qatar veut s'imposer sur la scène internationale comme un médiateur qui réussit plus ou moins bien. Regardez par exemple dans le conflit Israël et la Palestine. Hamas. Israël ne négocie pas avec le Hamas. Pour lui, c'est hors de question. Et le médiateur, c'est toujours le Qatar. Il y a un médiateur, il y a d'un côté le Qatar, parce que le Qatar, c'est le financier officiel du Hamas, et de l'autre côté, il y a l'Égypte, parce que ils ont cette proximité géographique et linguistique. Donc, les négociations avec le Hamas se passent à travers deux partenaires étatiques. Et les affaires Qatar, donc Doha-Kigali, c'est aussi les affaires qui portent le sang, les traces des sangs des Congolais. Absolument, absolument. Oui. Donc, le gouvernement devrait mettre un point d'honneur de s'inspirer d'ailleurs de ce qui s'est fait au Mali. Le Mali, pour lutter contre les terroristes du Nord, jamais ils n'ont négocié avec les terroristes. C'est comme si vous demandiez au Nigeria d'aller négocier avec Boko Haram. Ils n'ont jamais négocié avec Boko Haram. Donc, il faut s'inspirer du processus israélien, chercher que le Qatar, l'émir du Qatar, soit un médiateur entre la RDC et le M23 et le Rwanda. Mais pas de contact direct entre la RDC et le M23. Ce serait une manière d'officialiser le M23 comme un partenaire officiel qui peut s'asseoir à notre table et qui peut prendre des décisions comme il a commencé à en prendre. Et Kinshasa, à votre humble avis, ferait un bon choix d'être le 9 à Doha pour parler en face, parler aux criminels en face? Je crois que ce serait une très mauvaise chose, ce serait un très mauvais précédent, parce que ce serait légitimer les hommes qui ont les mains pleines de sang, ce serait en fait les mettre au même niveau que l'État congolais et légitimer par la même occasion les territoires qui sont occupés aujourd'hui. Donc, je crois que ce serait une très mauvaise chose d'aller à Doha. Entre-temps, vous voyez ce qui se trame sur le terrain. L'Ouganda, le fils du dictateur, menace le Congo et semble dévoiler les ambitions de son pays, du régime de son père, pour Kisangani.
Et dans l'entretemps, on garde l'armée rwandaise sur notre territoire dans les frappes dites conjointes. Les Nilotiques ne semblent pas prêts à lâcher l'Afrique du Grand Lac, l'Afrique centrale. Est-ce que ce n'est pas une sorte de naïveté de Kinshasa de laisser cette opération continuer, les frappes conjointes? Kabila, en son temps avec Kagame, se sont hasardés. En fait, ils étaient dans ce deal. L'armée rwandaise est entrée sur notre territoire pour poursuivre les Hutus génocidaires. Mais pour quel résultat? Aujourd'hui, nous sommes toujours dans un pays qui saigne. Notre diplomatie a fonctionné de manière admirable. Le chef de l'État a été partout où il fallait aller. Le gouvernement a fait ce qu'il y avait à faire. Mais je pense que nous avons quand même un petit déficit au niveau stratégie. Je crois que c'est ce qui nous manque. La capacité d'avoir une vue proactive. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui qui auraient pu être évitées. C'est comme par exemple, nous venons de parler de Doha. Mais il faut absolument comprendre le risque, les dangers qu'il y a derrière cela. Hein? Donc ça, ce n'est pas une question de diplomatie, ça c'est une question d'analyse et de stratégie. Pour ce qui se passe en Ouganda, j'avais en son temps fait une proposition. Au-delà de l'opération Shuja, qui est une opération connue pour poursuivre les ADF et les autres groupes armés dans la région de l'Ituri. Moi, j'avais pensé que vous pouvez faire d'un ennemi un allié. Selon le principe, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Vous savez que l'Ouganda et le Rwanda n'ont pas une histoire d'amour qui fonctionne sans anicroche. Vous vous souviendrez qu'ils se sont battus pendant la guerre des 6 jours dans notre pays. Moi, j'avais pensé que compte tenu déjà de cette option que nous avions prise de collaborer avec l'armée ougandaise, on aurait pu accroître encore notre collaboration, par exemple en ouvrant le corridor Est, c'est-à-dire toutes les marchandises, tous les minerais qui sont volés aujourd'hui, qui transitent par le Rwanda, on aurait pu officiellement ouvrir, d'ailleurs le chef de l'État avait commencé à le faire, avec cette route qui va donc de l'Ituri jusqu'en Ouganda. Je crois qu'il est possible, il n'est pas trop tard, de s'approcher de l'Ouganda et de discuter. L'Ouganda est dans cette guerre contre le Congo de manière diffuse et c'est connu de tous. Voilà, nous allons chuter. Il y a donc ce deal en préparation entre Kinshasa et Washington. Vous avez suivi Monsieur Boulos, qui a parlé en français. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce sont des signaux très forts de Washington. Comment Kinshasa doit-il les saisir? Comment manager? Eh bien, encore une fois, il s'agit d'une opportunité, mais comme toutes les opportunités, il faut savoir la saisir du bon côté. J'ai suivi attentivement le discours du beau-frère ou du Bokilo. Hein, Non, le Bokilo, c'est lui qui était venu avant, le brut, qui est allé faire son rapport avec ce qu'on lui a fait avaler à Kigali. Non, non, celui-là, c'est le député Ronnie Jackson, c'est de lui que vous parlez. Je parle de Boulos. Boulos, c'est lui le beau-père de la fille du président. Voilà, exactement. J'ai suivi son discours, mais dans tout discours, il y a l'aspect politique et l'aspect stratégique qu'il faut dissocier. Vous faites bien de rappeler l'épisode de Jackson. Jackson est venu avec un discours absolument révisionniste, parce que son intention là-dedans, ce n'était pas une bévue. C'était à bon escient qu'il l'a fait. Il tentait d'une manière ou d'une autre de redessiner la carte de l'Est de notre pays. Il faut connaître la psychologie du président Trump. Le président Trump est d'abord un homme d'affaires, c'est un homme pragmatique, c'est un homme qui n'a que faire de la géopolitique ou des colorations politiques de tel ou tel. Il parle business.
il s'en fout des frontières et de l'intégrité territoriale de certaines nations. Regardez ce qu'il fait en Ukraine. Oui. Regardez ce qu'il fait en Ukraine. Le président Trump n'aime pas parler avec des hommes faibles. Il aime les hommes forts. Lorsqu'il a des hommes faibles, il leur impose ses conditions. Regardez le pauvre Zelensky. Il lui dit « You don't have the cards in your hands ». Vous n'avez pas vos cartes, vous n'avez pas les cartes en main. Acceptez le diktat. Vous avez déjà perdu ces territoires. Acceptez un deal avec vos terres noires, et ainsi de suite. Voilà, menace contre le Canada, et il veut acheter le Groenland, qui appartient pourtant au Danemark, donc il est tout à fait imprévisible. La démarche de M. Boulos est une démarche qu'il faut accueillir des deux mains, avec beaucoup d'enthousiasme, mais en restant extrêmement vigilant. Et il faut surtout savoir comment négocier. Il faut savoir lire entre les lignes et savoir comment tirer le meilleur parti de cette opportunité, effectivement, qui s'offre à nous aujourd'hui. Et pour cette raison, justement, le président devra s'entourer des hommes qui aiment le Congo et des stratèges pour ne pas regretter après un vrai casting pour un partenariat crédible. Sinon, et puis il y a aussi des préalables. Il faut punir, mettre fin à la corruption. Il faut combattre, il faut une justice qui vale la peine. C'est très important. Ceux qui informent les services de renseignement étrangers, ils ont des éléments qu'ils envoient avec beaucoup de précision. On a fini. Les Wenge, après Paris, les religieux sont allés à l'ONU. Mouteba Fulgence a avoué qu'il y a des pays qui financent cette tournée. Est-ce que vous y croyez? Vous avez aussi l'autre casquette des pasteurs. Est-ce que vous y croyez? Nous sommes un pays laïque. L'activisme de ces hommes dit, de ces hommes d'église. Écoutez, dans les années 80, on a vu des prélats, des ecclésiastiques être à la tête de révolution. Vous avez entendu parler de la théologie de la libération. En Afrique du Sud, l'archevêque Desmond Tutu a joué un très bon rôle. Les pasteurs doivent rester dans leur rôle de rassembler les brebis qui apparemment sont en train de se tourner le dos. Mais ils ne sont pas dans un rôle politique d'aller faire du marketing politique, surtout lorsqu'il s'agit de le faire contre les intérêts de la nation, contre les intérêts du pouvoir légalement établi. Je reviens encore toujours à cette tribune que j'avais écrite, le coup d'État permanent. 30 ans que nous sommes en train de subir un coup d'État permanent, eh bien je crois que la démarche des prélats s'inscrit précisément dans cette démarche-là, où il y a une tentative de renverser un gouvernement qui est issu des urnes et qui est légalement établi. Jean-Marie Kabemba, je vous remercie d'avoir accordé, de nous avoir accordé un peu plus de temps. C'est moi qui vous remercie. Justement, dans les décryptages de ces sujets d'actualité, je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance des forces extra-parlementaires. Des partis extra-parlementaires de l'Union sacrée. De l'Union sacrée, l'APU. Merci d'être venu. Excellent week-end. C'est moi qui vous remercie, Fabien. Et quand il faut parler du Congo, je serai toujours disponible. Merci de tout cœur, de votre disponibilité. À vous, merci également de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine.